Bonjour à tous, bonjour Mathias Navarro. Bonjour Aurélien. Merci de nous accorder un peu de votre temps sur BITV. Vous êtes fondateur et co-dirigeant de Redman avec Nicolas Ponson, groupe qui promeut la promotion de la ville durable. J'ai une première question, comment s'organise la reprise d'activité post-confinement pour Redman? Elle s'organise en deux temps. Redman, c'est un double groupe, un groupe déjà de promoteurs immobiliers d'une cinquantaine de personnes. Donc sur cette activité-là, l'ensemble des collaborateurs sont au travail et d'ailleurs ils ne m'ont jamais quitté pendant la période de confinement. On s'était organisé sous forme de télétravail comme à peu près tout le monde. Mais aujourd'hui, ils ont tous repris d'une manière ou d'une autre leur activité, notamment en développement. Et on a aussi une autre activité qui est celle d'exploitant hôtelier. On a 3 hôtels en exploitation à Bordeaux, plus d'autres hôtels en développement. Pour cette part, c'est un peu plus compliqué. Les hôtels sont fermés actuellement et on attend de la part du gouvernement des directives quant aux conditions dans lesquelles ce type d'établissement va bientôt pouvoir rouvrir. À partir du 2 juin, je crois, À possiblement. partir du 2 juin, ça dépend des zones. Bordeaux se situe en zone verte, donc c'est peut-être plus facile, mais rouvrir des hôtels, c'est une chose, faire revenir des clients, c'en est une autre. Euh, Plus globalement, quels sont les impacts sur le business model de Redman en termes de projets? Est-ce que ces projets que vous pourriez nous citer sont-ils décalés dans le temps? Non, il n'y a aucun projet de décalé. Il y a des projets qui étaient en cours. Les chantiers, ils ont dû s'arrêter quelques semaines, le temps de s'organiser pour se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations. Mais tous ces chantiers ont repris il y a quelques semaines maintenant. Il y a enfin aussi les développements. Et pour ces développements, il n'y a aucun arrêt. Il y a plutôt même une accélération. On a signé, d'ailleurs, pendant la période de confinement, notre promesse de vente à Grenoble pour le développement d'un projet de 14 000 m² de développement mixte en centre-ville. Et les développements qu'on avait et qu'on a toujours en cours. Mathias, si je ne me trompe pas, il y a 13 ans, pardon, vous avez lancé Redman à l'un des pires moments de l'histoire immobilière, après la chute de Lehman Brothers aux États-Unis. Est-ce que des comparables sont possibles avec cette crise-là de 2008-2009 avec celle que nous vivons aujourd'hui? Et peut-être une autre question, quel conseil donneriez-vous à une jeune structure qui viendrait de se lancer dans l'immobilier? Des comparables, peut-être. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas se tromper. La crise, elle est tout sauf derrière nous. Il y a effectivement la crise sanitaire qui est derrière nous, mais il y a devant nous, je pense, une très grosse crise économique qui va nous submerger dans les mois qui viennent. Et bien sûr, une crise écologique qu'on annonce depuis des décennies et qui est en train de s'installer. Cette dernière, elle est moins soudaine que celle qu'on vient de vivre, mais elle va s'installer discrètement dans nos quartiers. Et en revanche, à la différence de la crise du Covid, elle est totalement irréversible. Donc aujourd'hui, en l'ignorant jour après jour, on avance un peu collectivement vers une impasse dans laquelle on ne pourra pas sortir. Donc aujourd'hui, il y a des opportunités. Toute crise crée des opportunités. Donc pour des nouvelles sociétés qui se créeraient, moi je leur dirais de croire un projet d'avenir. Et je pense qu'un des projets d'avenir, c'est de se lancer dans cette lutte contre le réchauffement climatique et d'y croire et de se lancer très fortement avec des convictions vraiment chevillées au corps sur le sujet. Merci pour ce point de vue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre le phénomène de métropolisation que nos villes peuvent subir depuis plusieurs années et estiment surtout que la densité urbaine n'a plus de sens avec le Covid-19 et la crise sanitaire. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou est-ce que cette analyse est totalement erronée? Je ne dirais pas qu'elle est totalement erronée, mais en tout cas, je trouve moi qu'il est totalement faux de dire, et je l'ai lu ici et là, que la densité serait à l'origine et responsable de la propagation du virus. Le principal facteur de cette propagation, ce n'est pas du tout la densité, c'est je dirais la faute des gouvernements, il n'y a pas qu'en France que ça s'est passé, d'anticiper ce type d'épidémie, ce type de pandémie, de planifier surtout, planifier une réponse à cette épidémie et de prendre des décisions très rapides. Donc, on voit en conséquence que, par exemple, des mégalopoles comme Séoul ont eu un nombre de morts qui se compte sur les doigts d'une main, Mhm. quand une ville comparable comme New York a 17 000 morts à déplorer. Donc, on a vraiment une dissociation du sujet de densité et des sujets de propagation du virus. La densité, ce n'est pas le problème. Le vrai sujet, c'est celui de la promiscuité, de l'inégalité qu'on trouve dans les densités urbaines. On a une densité riche
celles des CSP+, qui ont pu vivre dans des grands appartements, qui ont pu télétravailler parce qu'ils avaient un job de service et qui ont pu faire leurs courses par Deliveroo pour ne pas aller se mêler à la population dans les supermarchés. Et puis il y a la densité pauvre, celle qui est plutôt subie, dans des appartements exigus et généralement un peu excentrés. Ceux qui doivent prendre les transports pour aller travailler parce qu'en fait, ils ne peuvent pas télétravailler du fait de leur job et qui subissent surmortalité. On l'a vu, toutes les études montrent que ce sont les plus pauvres et les plus précaires qui ont subi de plein fouet le virus. Et on a même commencé à parler, je ne parle pas spécialement en France, mais il y a le sujet aussi en France, de malnutrition. On a vu les banques alimentaires exploser partout dans le monde, y compris en France. Donc tout ça, ça montre que c'est surtout les populations les moins aisées qui ont été le plus durement frappées. Et donc ce n'est pas la densité de problème, c'est vraiment la promiscuité qui génère des inégalités, qui est générée aussi par des inégalités. Et donc pour moi, on a vraiment deux grands défis devant nous. C'est celui des inégalités croissantes en milieu urbain et celui du changement climatique. Et elles sont d'ailleurs un peu liées. Et si les crises, elles ne sont intéressantes et elles ne sont utiles que si elles permettent de changer de cap. Et donc je pense que c'est maintenant qu'il faut vraiment changer de cap sur ce sujet. Merci Mathias pour cette réponse. J'ai une dernière question. Est-ce que la crise que nous vivons actuellement nécessite-t-elle de prendre davantage de recul d'un point de vue climatique? Je pense il y a de recul, non. Enfin, si c'est pour dire, il faut s'attaquer au sujet. Donc, il faut moins prendre de recul et vraiment, j'irai taper dans l'art aujourd'hui sur le sujet. Après, là aussi, je pense qu'il y a deux sujets. J'ai vu beaucoup de choses sur la métropolisation et je pense qu'on confond aussi densité et métropolisation. La densité, c'est nécessaire. Ça, on lutte contre l'étalement urbain. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais ça ne veut pas dire construire dense, ça ne veut pas dire forcément continuer à construire des métropoles. Il y a un autre chemin qui est peut-être aussi celui de développer ou redévelopper les petites villes. Donc, est-ce qu'il faut choisir entre les petites villes et des grandes villes plutôt polycentrées, la fameuse ville du quart d'heure? C'est certainement les deux qu'il faut développer, mais la densité, oui, les métropoles, pas forcément de manière certaine. Les métropoles, elles exigent beaucoup d'énergie, c'est ça leur point faible aujourd'hui, à commencer par l'énergie nécessaire pour apporter dans ces métropoles tout ce dont on a besoin et qu'on ne produit pas, à commencer donc la nourriture et tout ce qui va être les vêtements, par exemple. Et on voit bien, enfin, je ne sais pas si vous étiez à Paris au démarrage du confinement, mais la panique et je dirais même le sentiment de vulnérabilité qui a été celui de tous les habitants en voyant que les supermarchés n'allaient peut-être pas être approvisionnés et donc la ruée vers des produits de première nécessité, qui s'est avéré être quelque chose qui a fait peur sur le moment, mais je trouve que ça retranscrit vraiment le sentiment qu'on était loin de tout si d'un seul coup il n'y avait plus d'approvisionnement des métropoles. Et donc il y a vraiment un sujet à développer là-dessus. Les énergies vont être de plus en plus rares, de plus en plus chères, et donc il va bien falloir se poser la question de la taille des métropoles et certainement de leur dégonflement à terme. Voilà, je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus, et bien évidemment le développement des villes bas carbone, quelle que soit leur taille, mais le développement des villes bas carbone, des villes denses, c'est un menu très copieux. Freiner l'étalement urbain, bien évidemment, en favorisant la densité, travailler sur tout ce qui est approvisionnement alimentaire. On a beaucoup travaillé des territoires propres aux villes, développer tout ce qui est mobilité douce pour qu'elle devienne dominante. On l'a vu aussi en ville avec cette absence de voitures et donc la place qui était prise qui était non prise à ce moment-là, mais prise par les voitures. Elles sont aujourd'hui une espèce dominante dans l'espace public. Elles doivent laisser cette place aux mobilités douces, à commencer par la marche et le vélo, parce qu'on a besoin de place pour vivre. Et aujourd'hui, cette place, elle est prise en grande partie par les voitures. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à développer et on a besoin d'être à ce rendez-vous dans les mois et dans les années qui viennent. Merci Mathias Navarro pour votre participation. Merci Aurélien. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.